Émission avec les élèves de la classe CM1 d'Anne-Laure Failly-Delahos du lycée français de Séville. Une émission autour des métiers. Tout d'abord, une petite définition par les enfants. Un métier, c'est qu'est-ce qu'on fait plus grand. Nous les enfants, on travaille à l'école et on a un métier d'élève. Nos parents, eux, ils ont plusieurs métiers. Vétérinaire. On peut travailler sur les avions ou sur les animaux. Un métier, c'est quelque chose que tu aimes et que quand tu es grand, tu dois faire pour gagner de l'argent. Un métier, on peut changer si on n'aime pas. Et aussi, quand on est grand, si on ne le fait pas, on ne va pas gagner de l'argent et on va pas vivre ou être sans argent. Et aussi, tu travailles pour que le monde, c'est plus meilleur. Rendre le monde meilleur via un travail. Donc pour toi, un travail, ça doit vraiment avoir une utilité. Oui. Alors quels sont les métiers qui sont utiles pour toi ? Banquise. Banquier ? Oui. Oui. Professeur. Oui. Ceux qui créent des choses. Pour moi, un métier, c'est quelque chose qui est utile pour gagner de l'argent et pour rendre des services. Un métier, c'est quand aussi tu veux gagner ta vie en aidant les autres et en t'aidant toi-même. Bonjour, je suis Carlos, 10 ans. Et je pense qu'un métier, c'est pas toujours pour te gagner la vie. De fois en fois, on voit des métiers que c'est pas pour toi, pour ton argent, c'est pour faire rire, faire des expériences à les autres. Et alors toi, Carlos, qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard ? Je ne sais pas d'abord. Je suis un petit peu indécisive. Bonjour, je m'appelle Romane, j'ai 10 ans. Et le métier que j'aimerais faire, c'est géologue. Parce que les pierres précieuses, c'est ma passion. Je sais beaucoup de choses sur les pierres précieuses et j'ai une grande collection de pierres précieuses. J'ai une géode, j'ai du cristal. Je m'appelle Albertine et moi ça dépend parce que moi je voudrais faire un petit peu beaucoup de métiers parce que j'aimerais voyager et aussi que je puisse changer de métier un petit peu en fonction des pays où je vais aller. J'aime bien découvrir le monde. Et tu viens d'où alors toi personnellement ? Moi je viens de France, à Nantes. Et tu as déjà découvert donc l'Espagne ? Oui, ça fait depuis 1 an. Je m'appelle Ryan, j'ai 10 ans. Dès que je serai grand, je voudrais aussi voyager parce que j'ai déjà voyagé beaucoup. Je suis allée dans beaucoup de pays déjà et je voudrais découvrir à peu près tout le monde. Me llamo Alberto, tengo 10 años y no sé lo que quiero ser. Je voudrais être acteur parce que je veux pas un travail des forces et que je veux pas être forcé. Je veux être acteur parce que si je suis acteur, je m'efforce pas. Ah d'accord, tu veux faire un travail mais pas trop fatigant. Oui. Et tu trouves que les acteurs, ça va, c'est pas trop contraignant, trop fatigant comme métier ? Oui. D'accord, mais pourtant ils ont des textes à apprendre. Il faut quand même avoir une mémoire, tout le temps travailler. Oui, c'est pour ça, parce que moi j'ai une bonne mémoire. Bonjour, je m'appelle Malena et quand je serai grande, je voudrais être actrice parce que j'aime bien le théâtre, le cinéma, voir des dessins animés et j'ai une grande mémoire. Moi, je m'appelle Nina. Et quand je serai grande, je voudrais être actrice parce que je trouve ça rigolo. On a déjà 3 acteurs, 3 futurs acteurs dans le groupe. Il y a un théâtre ici à Séville, plusieurs théâtres même. Tu peux nous dire les noms ? Moi, je vais souvent au théâtre de l'Alameda. Des fois, on va avec la classe. À la Cartuja, il y a un qui s'appelle El Teatro Central. Aussi, il y a un théâtre qui s'appelle Álvaro Quintero. Il y a plusieurs dans Séville. Il y a beaucoup du théâtre. Bonjour, je m'appelle Justine. Quand je serai grande, je voudrais faire éleveuse d'animaux car j'aime beaucoup les animaux et j'aime bien être proche d'eux.
chats, chiens, chevaux. Je serai grande, j'aimerais bien être maîtresse d'équitation, c'est-à-dire maîtresse de monter à cheval, parce que j'adore les chevaux. J'ai un poney et voilà. Bonjour, je m'appelle Juliette, j'ai 9 ans et quand je serai plus grande, je voudrais travailler dans les zoos. J'adore les animaux comme le panda, etc. Bonjour, je m'appelle Adriane, j'ai 10 ans et j'aimerais bien, je sais pas encore quoi faire, mais aussi une de mes idées, c'est de faire être professeur parce que d'abord mon père est aussi professeur, toute ma famille est professeur et donc j'aimerais bien être professeur pour apprendre aux enfants le français, l'espagnol, etc. Je m'appelle Amélie, j'ai 9 ans et quand je serai grande, je serai paysanne. Moi, quand je serai grande, j'aimerais bien être professeur de chimie pour les plus grands. Quand je veux être grand, je ne sais pas encore ce que je veux, mais ce que je voudrais bien être, c'est être maîtresse. Bonjour, je m'appelle Luna et j'ai 10 ans et j'aimerais bien être actrice et chanteuse. Bonjour, moi je m'appelle Louise et j'aimerais bien être grande gymnaste. Tu fais de la gym depuis combien de temps ? Depuis 2 ans. Bonjour, je m'appelle Nicolas et mon métier que je voudrais faire de grand, c'est être un grand footballeur. Bonjour, je m'appelle Sonia et quand je serai grande, j'ai plusieurs idées. Une de mes idées, c'est être chanteuse, mais aussi je trouve que c'est bien aussi être à la radio comme on fait maintenant, parce que j'ai trouvé que c'est bien. Les élèves ont choisi de découvrir quelques métiers en posant des questions à des professionnels. Pour la première interview, ils ont rencontré Régis Delalot. Il est ingénieur au service maintenance de l'A400M. Bonjour. Est-ce que tu peux nous présenter ton travail ? Alors mon travail, donc je travaille chez Airbus, on fabrique des avions à Séville et moi je m'occupe de faire la maintenance, c'est-à-dire de réparer et d'entretenir les avions une fois qu'ils ont été livrés aux clients, une fois qu'ils volent. ¿Por qué has elegido este trabajo? Depuis très jeune, j'ai été attiré par les avions, les voitures, la mécanique réparée. Et quand je suis arrivé chez Airbus, j'ai vu la possibilité de travailler sur les avions une fois qu'ils volaient, comment les réparer, comment les faire mieux voler. Et ça m'a beaucoup attiré. As-tu eu déjà des gros soucis dans ton travail ? Oui, mais il y a toujours une solution. Des fois, c'est un petit peu dur, soit de réparer des avions, soit de s'assurer que tout le monde travaille bien, parce que mon métier, c'est de réparer les avions, mais c'est aussi de m'assurer que tout le monde a tout pour travailler sur l'avion. Et des fois, c'est difficile, mais on trouve toujours des solutions. On s'assied, on réfléchit, on propose des solutions, et puis on trouve une solution. Est-ce que quand tu étais petit, c'était ton rêve réparer les avions ? Mon rêve, c'était de réparer, pas forcément les avions. J'ai toujours aimé bricoler, je réparais mes vélos, je réparais les voitures téléguidées, j'aimais beaucoup travailler sur les voitures, sur le bricolage. Et les avions, ça attire toujours un peu tout le monde parce que ça vole, c'est étrange, pourquoi ça vole, comment ça vole. Donc oui, ça m'a toujours attiré, mais surtout de bricoler, de réparer. Comment as-tu eu ton diplôme ? Alors, une fois qu'on a le baccalauréat, on peut étudier ce qu'on appelle une école d'ingénieur. Donc on devient ingénieur, on peut soit devenir ingénieur spécialisé, soit devenir ingénieur généraliste, qui nous permet de travailler sur pas seulement les avions, mais aussi les voitures, etc. Et donc moi, après le baccalauréat, j'ai étudié pendant 5 ans pour devenir ingénieur généraliste et option bricolage. Non, c'est une blague, mais pour réparer les choses. Combien d'avions répares-tu à peu près par mois, chaque mois avec ton équipe ? Alors, on a à peu près tout le temps entre 6 et 10 avions à réparer, donc en même temps. En sachant qu'il y a des avions qui prennent 1 mois pour être réparés, d'autres 4 mois, mais on va dire qu'on a tout le temps au minimum 6 avions à réparer en même temps. Y a-t-il déjà eu des vols de pièces ? Alors non, les avions sont très très contrôlés, c'est-à-dire pour accéder à un avion, on vérifie qu'est-ce que tu amènes sur l'avion pour le réparer. C'est-à-dire que si tu rentres avec un tournevis, tu es obligé de ressortir avec ton tournevis, tu n'as pas le droit de le perdre sur l'avion. Et pareil, si tu sors avec une pièce et que tu n'es pas rentré avec, tu n'as pas le droit, tu es obligé de la remettre sur l'avion.
pour s'assurer que sur l'avion, on ne perd pas de choses et on n'emporte pas de choses qui sont nécessaires à son vol. Oui, mais comment on vérifie ça? Et il y a un gardien. Il y a une personne, c'est des hangars fermés, et donc il y a des gardiens qui vérifient que personne ne sorte du hangar. Et en plus de ça, on demande aux gens de lister eux-mêmes ce qu'ils emportent et ce qui sort. C'est-à-dire, on compte sur la responsabilité des personnes pour s'assurer qu'ils font bien leur travail et ils ne partent pas eux-mêmes avec des pièces. Parce que des fois, on peut le faire par hasard, par inattention. Où tu répares les avions? Alors on a ce qu'on appelle des hangars, c'est des grandes maisons où peuvent rentrer les avions. La plupart des avions, on les répare à l'intérieur parce que quand il pleut ou il y a du vent comme aujourd'hui, c'est trop compliqué. Donc on les met dans ce qu'on appelle des hangars. C'est des grandes maisons où on peut rentrer un avion dedans. Et souvent c'est autour de l'aéroport pour que l'avion puisse atterrir et ensuite rouler vite, rapidement jusqu'à son hangar. Quels soucis ont les avions que tu répares? Alors quand un avion arrive, la plupart du temps, c'est pour une révision, comme la voiture. C'est-à-dire, on vérifie que les roues ne sont pas usées, qu'il y a le niveau d'huile, qu'il n'y a pas de fuite d'huile, de carburant, etc. Et après, vraiment comme une voiture, souvent, on peut vérifier si le moteur va bien, s'il n'y a pas un bruit bizarre, s'il ne faut pas changer une pièce. Ça va être très très similaire à une voiture. Quand on va au garage, c'est pour changer les freins, les pneus, vérifier l'huile, changer le moteur ou vérifier le moteur. Donc souvent, on le compare quand même avec les problèmes que peut avoir une voiture. Quel est votre objectif quand vous arrivez au travail le matin? M'amuser. Pour moi, le plus important, c'est de prendre du plaisir au travail, parce qu'on y va tous les jours. Qu'est-ce que tu veux qui te fasse plaisir? Qu'est-ce que c'est en fait? Ingénieur, quelque part, c'est de trouver des solutions. Et donc, comme je disais tout à l'heure, le matin, on a souvent des nouveaux problèmes qui arrivent. Et on est tous satisfaits quand on arrive à trouver une solution. Donc des fois c'est tout seul, des fois c'est en équipe et la récompense est encore plus grande parce qu'on arrive à tous trouver une solution. Mais c'est ce qui me donne du plaisir, quand on arrive à résoudre un problème qu'on pensait impossible à résoudre. Vous l'aurez reconnu, la musique de « Y a-t-il un pilote dans l'avion ?» Les enfants continuent de nous faire découvrir divers métiers dans cette émission pour la radio du lycée français de Séville, avec maintenant un tout autre univers professionnel. Direction, en effet, la Commission européenne de Séville, où les élèves ont pu interviewer des économistes, Alberto Pino, Antonio Vezzani et Martin Christensen. Tu vois là, le changement. C'est rose, tu crées dans les recherches un peu moins de postes. Dans le bleu, tu crées un peu plus. Là, par exemple, c'est il fait le scénario différemment. La commission, avant, il fait un budget, il a plein d'idées. Et il demande à nous, mes collègues, qu'est-ce qu'il passe si on fait comme ça? On ne sait pas parce que c'est dans le futur. Mais on sait pas tout. Mais on fait les calculs, si on assume ça et ça, c'est qu'il passe. Qu'est-ce que c'est ça? Je pense que c'est des calculs, mais pourquoi faire? On écrit les modèles ou la forme du modèle sur les tableaux. On fait l'écrire théoriquement, qu'est-ce qu'on va faire, avant de l'écrire sur l'ordinateur. Sinon, autrement, c'est trop compliqué de visualiser qu'est-ce qu'on va faire. C'est la structure de calcul, et après, on le va faire en réalité. Si tu fais une description, comme ça, les gens peuvent voir qu'est-ce qu'on a fait dans les calculs qu'on fait. Est-ce que quand vous étiez petit, vous étiez fort en maths? Moi, oui, j'aimais bien les maths quand j'étais petit. À l'école, je trouve que c'était rigolo, faire les calculs, chercher les solutions. Oui, moi j'aimais bien. Moi, j'ai fait une formation littéraire jusqu'à 24 ans. Et après, j'ai fait un cours de maths avancé quand j'étais grand. Je suis tombé amoureuse et j'ai débuté à faire de la maths vraie à 24-25 ans. Est-ce qu'il n'y a que des gens qui viennent d'Europe qui travaillent ici? Beaucoup de postes, ils demandent que c'est un Européen dans le pays, le 28 ici. Mais on a aussi les visiteurs qui sont ici. Nous, il n'est pas là cette semaine, mais le bureau juste à côté, il a un visiteur du Japon qui est là 2 ans, qui travaille avec nous pour voir comment on fait le calcul, le modèle, on échange les idées avec eux. Ça, il a aussi les gens
qui n'est pas européen qui travaille ici, comme les visiteurs. C'est quoi être économiste? Être économiste, c'est savoir économiser? Personnellement, je ne sais pas. Mais dans le métier, un peu, le mot économiste, il vient de grec, de gérer une maison, question de maison, de se faire. C'est vrai, c'est économiser. Mais les idées de l'économie, c'était tu as les ressources limitées, trouver l'utilisation le mieux possible que ton préférence, qu'est-ce que tu préfères. On sait, on n'a pas tout l'argent dans le monde à dépenser pour une chose, il faut faire les priorités. Et c'est ça aussi, l'économie. Après, tu as le type d'économie différemment. Moi, c'est une macroéconomie. Antonio, une microéconomie. On voit le monde les deux côtés. Moi, je vais là-haut, comme vous avez vu là, et Antonio va plus les compagnies. Ça, c'est pour un fonds d'investissement qui est déjà en place. Et là, tu vois toutes les petites compagnies qui ont reçu l'argent. Si tu vas, par exemple, l'Espagne. Si on met sur l'Espagne, tu vois, en Espagne, il y a presque 1 million, 954 000 petites compagnies qui ont reçu de fonds. Là, c'est les prêts de banque investissement européen. Il a prêté de l'argent. Qu'est-ce que c'est SMEs? Small Medium Enterprises. Ce n'est pas les grandes compagnies, c'est les petites entreprises qui ont une idée pour investissement à faire. Et ils demandent à les banques européennes, nous on a cette idée, vous voulez prêter de l'argent pour nous. Après, il parle, il fait un accord, il fait un contrat, et on prête de l'argent, et il fait l'investissement. Quelle entreprise à Séville qui a reçu de l'argent de Europe? Ça, on ne le sait pas. Moi, je dirais Iberdrola pour qu'elle fasse de l'innovation sur l'énergie rénovable. Mais ça, on ne le sait pas pour que normalement, ça divise, la Commission européenne s'est divisée entre politiciens et nous, quand on fait la recherche. Et nous, quand on fait la recherche, on n'a jamais contact avec qui prennent l'argent. Pour être neutral, on ne doit pas connaître les personnes. Les personnes qui ont interaction avec les entreprises ne sont pas les personnes qui font les calculs. Et toutes les grandes entreprises, ils prennent quelque chose. Pour que maintenant, il y a une part des fonds européens, il y a un système de conditionnalité. Ce sont des fonds de recherche que les grandes entreprises et les petites entreprises ils doivent collaborer sur un projet commun. Et alors, ils vont en faire quelque chose ensemble. Il y a 9000 compagnies autour d'ici. Ça peut être beaucoup l'argent, pas beaucoup, ça dépend. Et là, par exemple, tu es dans l'agriculture, tu sais qu'est-ce qu'ils font, mais tu n'as pas le nom de la compagnie. Là. Combien de langues devez-vous connaître pour travailler ici? Ici, à Séville, il faut surtout connaître l'anglais, qui est le plus souvent utilisé. Mais sinon, ont été établis comme langue obligatoire l'anglais, le français et l'allemand. Et c'est toujours mieux de connaître une langue en plus. Pour moi, c'est l'espagnol, un peu l'italien, puis aussi un peu le français. Mais je préfère ne pas le parler pour ne pas être ridicule. ¿Viajáis mucho en ese trabajo? Se viaja mucho, sobre todo a Bruselas, que digamos es la Je voyage beaucoup à Bruxelles, la base centrale pour la Commission. Beaucoup de missions sont réalisées à Bruxelles. Ici, certaines personnes voyagent 3 fois par mois pour des missions de recherche. C'est très habituel de faire beaucoup de voyages, et surtout à Bruxelles. Ce sont eux qui donnent les missions. Tout est centralisé là-bas. Moi, je dirais la plupart des fois qu'on va à Bruxelles, c'est quand on a des choses plus politiques. À qui vous avez donné de l'argent, par exemple? Par exemple, si une compagnie ici, en Andalousie, qui veut développer un nouveau combat pour un ordinateur, elle a une idée comment on peut le faire mieux. Il demande, il a un programme où il peut faire une application. Et nous, on a cette idée, on manque de l'argent. Nous, on fait un peu le recherche avant. Un autre projet spécifique, vous voyez quand vous voyagez dans l'Andalousie, quelquefois les routes, les autoroutes, tu as une ligne sponsorisée par la Commission européenne, Union européenne. Et là, c'est un autre fonds. Nous aussi, on fait le travail avec cette DG qui s'appelle RIGIO. C'est comme un ministère pour le développement régional. Eux, ils donnent l'argent pour construire les ponts, les routes. Et pour ça aussi, on fait les calculs. Si on construit une route là, qu'est-ce que ça donne? On réduit le temps de voyage, les coûts pour transporter
les choses à une ville à une autre. Mais normalement, ce n'est pas nous formellement qui prenons les décisions, dans le support, et ceux qui prennent les décisions. Je travaille pour la politique d'innovation, l'économie régionale. Qu'est-ce la politique d'innovation? Qu'est-ce que la politique d'innovation? Pour des entreprises de Séville qui ont de l'argent à investir pour moderniser leur activité. Et pour cela, elles doivent innover. Des jeunes investisseurs vont alors les aider à innover, leur enseigner de nouveaux processus en créant de nouveaux produits. ¿De qué hora a qué hora trabajas? Quels sont vos horaires de travail? Je commence à 8h30 quand vous arrivez à l'école et je termine à 17h30. On fait beaucoup de calculs, on doit avoir beaucoup de puissance pour faire les calculs et beaucoup d'ordinateurs. Quand on fait les grands calculs, on ne peut pas travailler sur des petits ordinateurs, on travaille sur des armoires d'ordinateurs. Ces armoires sont des grands ordinateurs. Regardez, c'est comme l'ordinateur de votre maison, mais super méga grande pour faire beaucoup de calculs. C'est là le centre, le cerveau de notre boîte. Sur cette machine-là, la noire. Il travaille, Martin, quand il pousse un bouton, il travaille sur cette machine noire-là. C'est tout connecté. Vous pouvez voir que dans une boîte, quand tu montes dans la hiérarchie, ton bureau ça devient plus grand et plus belle. Ça, c'est le bureau du directeur. Qu'il n'est pas là, clairement, oui. Il y a une belle fenêtre énorme. Et là, vous voyez, il y a une télévision. On se dit pourquoi une télévision avec un téléphone et une caméra? Pourquoi le directeur, il représente tout Séville? Il va parler avec beaucoup de gens importants dans toute l'Europe. Il ne peut pas voyager tous les jours. Et alors, il se connecte directement, enfin, de plus en plus des vidéoconférences. C'est-à-dire, tu te connectes avec le téléphone, il y a du monde de l'autre côté de l'ordinateur, tu le vois dans la télévision et tout le monde il parle. Et tu fais des meetings, des rendez-vous comme ça. Et ça, c'est pour dire, c'est pour sauver un peu d'argent et pour louer un peu moins. Pour qu'on voyage beaucoup avec l'avion et l'avion, ça pollue. Et ils se parlent, ils se voient dans leur visage. Depuis combien de temps vous êtes là en train de travailler? Alors, les pitiés, c'est ici, il a ouvert en 1995. Nous, on est arrivé, moi, je suis arrivé en 2012. On est tous arrivés ensemble, plus ou moins. Quelle est la difficulté de votre travail? La difficulté, des fois, pour nous, la difficulté, c'est de trouver une réponse. On a des questions qui arrivent, on nous fait des questions. Pas toutes les fois, la question, c'est correcte. Et pour nous, le problème, c'est de trouver la réponse la plus correcte par rapport à la question qu'on nous a donnée. Une chose typique, c'est une question qui t'arrive, on veut augmenter l'investissement innovatif de l'entreprise. C'est trop compliqué. Pourquoi il n'est pas bien défini qu'est-ce que tu veux savoir exactement. Il y a beaucoup de façons de le faire. Des fois, ils font des questions qui ne peuvent pas être analysées parce qu'elles sont trop génériques, trop larges, sont des idées, on veut faire tout plus riche. Ouais, c'est une question, c'est impossible de répondre. Par exemple, il peut voir les questions. C'est mieux construire une route, construire une université ou dans les relations à une compagnie de recherche. Ça peut être une question. Et après, ça dépend aussi qu'est-ce qu'on veut faire créer de l'emploi, protection environnement. Ça dépend aussi qu'est-ce que tu cherches pour faire avec cette relation. Una chica puede ser la directora? Por supuesto que sí. Une fille peut-elle être directrice? Certainement que oui. Normalement, un poste de direction s'obtient avec les années d'expérience. Cualquier persona, evidentemente no hay discriminación por raza, sexo. Sans discrimination liée à l'origine, au sexe ou à la nationalité. Así que cualquier persona que esté capacitada para ello puede ser director o directora de ya no solo del N'importe quelle personne capable d'occuper ce poste peut devenir directeur ou directrice de la Commission européenne. Quand vous travaillez avec l'argent, après, quand vous terminez votre travail, vous n'avez pas mal à la tête ou vous arrêtez pas de penser à l'argent? Fortunatement, on ne travaille pas que sur l'argent, on travaille sur des problématiques différentes aussi. Mais des fois, oui, quand tu travailles beaucoup avec les nombres toute la journée, révisant, et pensant, et faisant des calculs, oui, des fois, on a mal à la tête. Des fois, vraiment, on passe en semaine en faisant rien, en essayant de solutionner un tout petit problème qu'on a, on passe en semaine. Et on n'arrive pas, et là on a mal de tête. Et après, dans un moment ou l'autre, il arrive, oh, j'avais pas pensé ça, et tu le vas solutionner en 10 secondes.
l'idée, après tout la fait faire, mais ça marche comme ça la recherche. C'est pas linéaire, des fois on souffre vraiment. Et après, quand tu as l'idée, tu es content. Merci à tous. 3 plus 3 plus 12 est égal à 18, moins 7, moins 8, racine carrée de 9, plus 20, plus 30, je j'additionne à 60, moins 11, plus 2, ça nous donne 104, fois 2, plus 1000, multiplié par 3, 1002 sur 8, divisé par 24, ça donne un nombre qui n'est pas un entier. Après ces métiers, autour des chiffres, on repart dans l'avion pour un second métier lié à l'aérospatiale. Ludovice Chuzet est ingénieur et travaille quant à lui pour le service essai en vol. Est-ce que tu peux nous présenter ton travail ? Oui, je peux vous présenter mon travail. Donc, mon travail s'appelle ingénieur d'essai en vol. Donc, ça consiste à tester les avions, être dans les vols et tester les avions pour les mettre dans toutes les configurations possibles pour vérifier qu'ils fonctionnent bien, qu'ils volent bien et pour que ensuite vous puissiez prendre l'avion en toute tranquillité. Avez-vous peur quand vous entrez dans un avion parce que parfois vous pouvez avoir peur parce que peut-être qu'il est en très très mauvais état? Les avions dans lesquels moi je monte, c'est des avions qui appartiennent à Airbus. Et avant de monter dans l'avion, on demande aux gens qui préparent l'avion dans quel état est l'avion. Donc on sait exactement dans quel état il est. On prend le moindre risque possible. Après, quand je monte dans les avions pour voyager, là je ne connais pas l'état des avions. Donc j'espère qu'ils sont en bon état. Est-ce qu'il y a déjà eu un accident quelconque? Des accidents, il y en a de temps en temps, malheureusement. Il y en a eu un il y a 5 ans, je crois, maintenant. Il y en a un qui s'est craqué parce qu'il y avait un défaut de préparation de l'avion. Et malheureusement, on essaye que ça n'arrive pas. Quelles sont les difficultés de ce métier? Alors, les difficultés, c'est que comme ce sont des avions qui sont des prototypes, donc ce sont des avions dans lesquels on n'a pas encore le droit de voler. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de voler dans des avions comme ça. Donc ce sont des avions prototypes. Donc ça veut dire que avant de faire un vol, il faut très bien préparer le vol, il faut connaître parfaitement l'état de l'avion. Et donc il faut bien se renseigner, il ne faut pas vouloir aller trop vite. C'est un peu comme un décascadeur qui prépare une cascade. Et là, il faut qu'ils essayent de penser à tout à l'avance. Pour terminer cette émission sur les métiers, les élèves ont voulu en savoir plus sur un métier qui fait rêver beaucoup d'enfants, le métier de vétérinaire. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Je m'appelle Vanessa et donc j'ai 46 ans. J'ai choisi d'être vétérinaire quand j'étais enfant. Et donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui pour parler de ce métier avec vous, si vous avez des questions à me poser sur ce métier. Pourquoi tu as choisi ce travail? Alors, j'ai choisi de faire vétérinaire quand j'étais enfant, à peu près quand j'avais ton âge, parce que je vivais avec des animaux et que je voulais m'en occuper. Je voulais les soigner et puis surtout, je voulais vraiment que mon quotidien soit tout le temps avec les animaux. Donc, c'était un rêve d'enfant, devenir vétérinaire. Donc, j'ai choisi de faire ce métier et j'ai entrepris ces longues études, parce que c'est des études assez longues, pour faire vétérinaire en France. J'ai passé des concours et un jour, mon rêve est devenu réalité. Je suis devenue vétérinaire. Il faut dire que ce qui m'intéressait surtout, c'était de m'occuper des animaux de la famille, ceux qui partageaient le quotidien, les chiens, les chats, les oiseaux, les lapins. C'est quoi l'animal le plus que tu as soigné? L'animal que j'ai soigné le plus, c'est le chien, je crois. Peut-être quasiment à égalité avec le chat, mais oui, le chien est davantage soigné que le chat. Je parle en France puisque j'ai travaillé en France. Et les chats sont de plus en plus représentés en clinique, mais c'est vrai que le chien, c'est vraiment l'animal que je vois le plus, enfin que j'ai vu le plus, puisque ça fait un moment que je n'ai plus travaillé ici. Pourquoi le chien est davantage soigné que le chat? Je pense que ça remonte loin. Ça remonte à l'histoire vraiment du partenariat qu'il y a entre l'homme et le chien. Parce que le chien, il fait partie de la vie de l'homme depuis la préhistoire. Et le chat est rentré dans la vie de l'homme beaucoup, beaucoup plus tard. Donc peu à peu, il fait partie des foyers et il est considéré comme un animal de compagnie. Et
Il est très choyé aussi, mais c'est récent. Ça fait vraiment partie même de l'évolution du 21e siècle, où le chat fait partie de plus en plus de la famille. Mais le chien il fait partie de la famille humaine depuis des millénaires. Donc c'est un peu logique qu'il soit plus soigné que le chat. As-tu déjà amputé la jambe ou un membre d'un animal? J'ai déjà assisté à ce genre d'opération. Je n'ai pas pratiqué ce genre d'opération moi-même. J'ai tenu, on va dire, les pinces et donc j'ai aidé à faire ce genre d'intervention qui est assez délicate. C'est délicat parce que l'amputation d'un membre, c'est lourd pour l'animal. Et aussi, il faut faire très attention aux hémorragies. C'est quel ton animal préféré? Et je crois que j'ai pas d'animal préféré. C'est plus un tempérament d'animal que je pourrais décrire, que je préfère plus qu'un animal. J'aime les animaux doux, tranquilles, qui peuvent communiquer avec l'humain, qui peuvent être proches en fait de l'humain. Et ça, c'est grâce à la domestication que ça c'est possible. C'est-à-dire que l'animal qui a vécu depuis longtemps dans un foyer est un animal qui a acquis des compétences pour communiquer avec nous, qui pour moi est très intéressante. Donc je ne peux pas dire je préfère un chat ou un chien, je préfère tel chat ou tel chien par exemple, parce que ce chat ou ce chien peut communiquer avec nous, peut être tendre, peut échanger, voilà. Quelle est la maladie la plus grave que vous avez soignée? La maladie la plus grave que j'ai soignée, on va dire donc du coup qu'on a pu sauver l'animal, pour moi ça a été le cas d'un petit chat, tout petit, qu'il a fallu transfuser. C'est-à-dire qu'il était tellement affaibli qu'il a fallu renouveler son sang. Et du coup, j'avais la chance à l'époque d'avoir une chienne qui m'accompagnait en clinique. Et donc, j'ai prélevé du sang sur ma chienne pour le donner à ce chaton. Et grâce à ça, il a été sauvé. Avec quel animal en particulier tu as grandi? J'ai grandi avec surtout une chienne. Finalement, quasiment qu'avec une chienne et quelques oiseaux. Et c'est vrai que c'est cette chienne qui m'a donné ma vocation parce que je la considérais un peu comme une sœur animale, mais comme une sœur, puisqu'en fait, je pouvais lui faire des confidences. Quand j'étais triste, je pouvais aller lui parler. Et c'était donc une chienne qui a beaucoup compté pour moi. Et donc c'est vrai que j'avais envie de continuer à vivre cette relation et de prendre soin, en fait, avec grande bienveillance des animaux, parce que je crois que j'ai appris à les connaître à travers cette relation privilégiée. Comment elle s'appelle? Elle s'appelait Nanka. Quel est l'animal le plus effrayant que tu aies soigné? L'animal le plus effrayant que j'ai soigné, c'était une biche. C'est curieux de dire ça, mais parce que c'est un animal sauvage et que soigner un animal sauvage, c'est très compliqué puisqu'il a peur de l'homme. Donc pour le soigner, je lui ai mis en fait une cape sur la tête pour qu'elle ne me voie pas, pour qu'elle reste dans l'obscurité, pour pouvoir lui faire des injections. Et ça a été compliqué parce que j'avais peur de me prendre un coup de sabot. Et en même temps, c'était très beau en fait à faire parce que du coup, c'était pour lui permettre de retrouver sa vie sauvage. Est-ce que tu soignes souvent des animaux sauvages ou tu en as sauvé par exemple que la biche? Non, c'était une exception effectivement puisque je soignais surtout des animaux de compagnie et que ce sont des chasseurs en fait qui m'ont amené cette biche parce qu'elle était beaucoup trop jeune pour être chassée. Donc c'était une exception, donc une expérience assez forte pour moi. Est-ce que c'est dangereux ton travail? Je répondrais oui. Parce que les animaux, quand ils ont mal, ils ont tendance évidemment à se défendre. Et un animal qui ne peut pas fuir, qu'est-ce qu'il lui reste? Il lui reste l'attaque. Donc c'est vrai qu'il faut des précautions. On apprend en fait à tenir un animal, on apprend aussi à le museler quand il faut, parce qu'on sait qu'il peut mordre. Donc c'est un métier où il faut savoir quand même se protéger. C'est difficile soigner les animaux? Un animal, ça ne te parle pas. Donc c'est vrai que c'est pas évident comme quand toi tu peux dire voilà j'ai mal là. Donc ça demande en fait d'observer l'animal et d'écouter beaucoup. Alors d'écouter l'animal et d'écouter aussi le propriétaire de l'animal quand on a la chance d'avoir un propriétaire qui l'observe bien. Mais sinon pour moi c'était un exercice que j'aimais beaucoup parce que ça me permettait d'utiliser beaucoup mon intuition. Parce que j'avais l'observation mais aussi l'intuition parce que tu peux pas tout deviner tout de suite. Quand tu as l'animal 10 minutes tu dois savoir qu'est-ce qui se passe. Mais il y a aussi une démarche qu'on apprend à l'école, ça s'appelle la démarche diagnostique. Pour faire un diagnostic, pour savoir qu'est-ce qui se passe, quelle est sa maladie, on a bien sûr appris à observer l'animal du bout de la truffe, comme on dit, jusqu'à la pointe de la queue, pour savoir qu'est-ce qu'il a. Et moi j'aime bien parce que ça exerce vraiment cette capacité d'observation. Êtes-vous déjà allé dans un zoo pour soigner les animaux qui étaient blessés là-bas? Non, la seule expérience de zoo que j'ai, c'est quand j'étais stagiaire vétérinaire. Donc c'était en première année. J'ai été dans un marais de Landes. Donc c'est là où, si tu veux, il y a des spectacles de dauphins, d'orques. Et donc en fait, j'ai assisté les soigneurs
auprès de ces animaux, mais je n'ai pas soigné ces animaux. Et c'est d'ailleurs là que j'ai appris que les vétérinaires étaient très peu contactés pour ces centres-là, parce que c'était les soigneurs en fait qui étaient en première ligne. Donc je me suis dit, bon, c'est pas une bonne piste pour moi, c'est pas la peine que je souhaite m'orienter pour soigner les dauphins par exemple, parce que de toute façon, je serais quasiment pas appelée. Avez-vous déjà eu une envie de travailler dans un zoo? Je vais te répondre franchement, je pense que je pourrais pas. Trop d'animaux, c'est ça? Non, c'est-à-dire que les animaux en captivité, pour moi, c'est difficile. Et que, vu ma sensibilité, je crois que je me sentirais mal à l'aise. Quand j'ai fait ce stage au Maryland à Antibes, donc auprès des dauphins, au bout d'une semaine, j'avais envie de partir. De les voir en fait dans ce bassin tous les jours, ça me rendait très triste. Du coup, en fait, je ne vais plus voir les animaux dans les zoos ou dans des parcs où ils sont suffisamment libres, parce que sinon, je crois que j'aurais du mal à les soigner et à être assez posée pour les soigner. D'accord. Est-ce que tu as déjà soigné ton animal? Ah, ça, c'est une bonne question. J'ai déjà soigné mon animal et puis ça s'est pas très bien passé et j'ai décidé, par la suite, de ne plus les soigner moi-même. Parce que c'est difficile de soigner son propre animal et du coup d'avoir un bon raisonnement. Quand je me sens trop impliquée émotionnellement avec un animal, quand c'est le tien, tu es très très impliqué, des fois tu ne vois pas très clair. Du coup, j'ai décidé de ne plus soigner mes propres animaux, sauf pour des tout petits bobos bien sûr. Mais si c'est grave, je préfère le confier à un confrère. Est-ce que tu as déjà été mordu par un animal? Oui, malheureusement, j'ai déjà été mordue, donc ça veut dire que je n'ai pas été assez prudente. Je n'ai pas assez anticipé, et ça c'était à mes débuts. Je me suis fait mordre parfois par un chien et par un chat d'ailleurs. Je préfère encore la morsure du chien que du chat, parce que le chat c'est compliqué à gérer. Mais ça c'est par manque de prudence, effectivement. Est-ce que pour soigner les gens, tu vas dans un cabinet ou tu te déplaces chez les gens? Moi j'ai travaillé uniquement en clinique. De temps en temps j'ai été à domicile, mais très peu, quand vraiment des personnes ne pouvaient pas se déplacer. Ou que vraiment ils demandaient expressément que j'aille me déplacer. Ou alors vraiment pour des animaux trop lourds qu'on ne pouvait pas amener à la clinique, ou trop faibles. Mais c'était assez rare. Combien d'animaux vous soignez à peu près par mois? Alors en ce moment, je ne pratique pas. Et à l'époque où j'étais en activité, c'est difficile à dire. Parce que c'est très variable d'un mois à un autre. Des fois, tu peux avoir dans une journée une dizaine de consultations, et puis dans une autre journée, tu peux en faire que 3. C'est variable. Est-ce que tu as déjà soigné un animal, par exemple un chat sauvage, par exemple des animaux qui sont dans la rue? Oui, soigner c'est un grand mot. Dans ces cas-là, en fait, je les ai surtout vus pour des stérilisations, c'est-à-dire pour éviter qu'ils se reproduisent. Donc en fait, on les anesthésie tout de suite. Les animaux sauvages, tu ne peux pas les manipuler, donc on les tranquillise, on leur fait une injection pour qu'ils dorment. On fait ce qu'il y a à faire, soit l'intervention, soit on les soigne, et après on les relâche. Est-ce qu'il y a une maladie spécifique en Espagne? Oui, ici, je me méfie d'une maladie qui s'appelle la leishmaniose, parce que j'ai 2 chiennes et il y a énormément de tiques dans cette région. C'est une maladie qui est transmise par la tique, par la morsure de tique, donc c'est une maladie qui est assez répandue et qui est très difficile à soigner. Une fois qu'en fait l'animal est contaminé, on ne peut pas vraiment l'éradiquer. Donc il faut protéger l'animal, et comment on le protège en fait, c'est en luttant contre les tiques. Donc soit des colliers anti-tiques, des antiparasitaires externes qui permettent en fait d'agir en prévention plutôt qu'une fois que la maladie s'est déclenchée. Pourquoi il y a beaucoup de tiques en Andalousie? À cause du climat, parce qu'il fait très très chaud, et donc ils prolifèrent à une vitesse, et il y en a quasiment dans toutes les saisons. Donc en fait, il faut protéger l'animal toute l'année. On ne peut pas se dire juste en été, ici non, c'est tout le temps. La bande originale du film Beethoven. Merci d'avoir suivi cette émission réalisée avec les élèves de CM1 du lycée français de Séville.